Bonjour à tous et bienvenue dans cette session Secret d'expert. Aujourd'hui, on se concentre sur les formulaires et le suivi des demandes. On a trois objectifs pour aujourd'hui. Le premier, c'est de voir comment on peut utiliser les formulaires pour centraliser des demandes qui sont complètes. Vous allez notamment pouvoir voir qu'un formulaire nous permet de standardiser la manière dont on reçoit des demandes, mais aussi, notamment grâce à des questions obligatoires, nous assurer de la qualité de la demande reçue. On va pouvoir aussi utiliser un projet qui nous permettra de répondre de manière efficiente à ces demandes, notamment en donnant de la visibilité sur la totalité de ces demandes, que ce soit pour nous ou pour les différents collaborateurs, pour faciliter la priorisation, l'assignation des demandes, et pour permettre aussi le suivi des charges associées en fonction de chacune des demandes. Pour finir, on verra qu'Asana nous permet aussi de centraliser les échanges pour faciliter le suivi de ces demandes, notamment grâce à l'utilisation de commentaires, pour nous permettre d'échanger avec d'autres utilisateurs sur Asana, et la fonctionnalité suivi de demande qui va vous permettre d'échanger avec des personnes internes à l'entreprise qui n'ont pas de licence Asana. L'agenda d'aujourd'hui, on va se concentrer rapidement d'abord sur la pyramide de la clarté pour reposer la structure d'Asana. Puis, on va se concentrer sur un cas d'usage spécifique qui est les demandes informatiques au sein d'une entreprise. On va notamment voir les formulaires, les champs personnalisés, règles d'automatisation, la fameuse fonctionnalité de suivi des demandes, voir comment l'IA peut s'intégrer dans ce type de process sur Asana. Et bien sûr, les tableaux de bord pour vous permettre de suivre le volume de l'ensemble de ces demandes et de la charge associée. Pour finir, je vous partagerai aussi quelques autres idées de cas d'usage pour vous aider à commencer à utiliser ces fonctionnalités dès demain sur Asana. On commence du coup par la pyramide de la clarté. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux premiers niveaux de cette pyramide. Cette pyramide, elle explique la structure globale de l'outil. Et elle commence tout en bas par ce qu'on appelle les tâches. Les tâches sont une tâche, une action assignée à une personne avec une échéance pour être sûr qu'elle soit complétée en temps et en heure. Toutes ces tâches, on va les retrouver, vous voyez, regroupées dans ce qu'on appelle des projets. Donc aujourd'hui, on se concentre sur ces deux niveaux. On va avoir un projet de demande informatique qui va regrouper toutes les demandes qui seront du coup des tâches que je vais recevoir au sein de ce projet. Partons maintenant du coup sur notre cas d'usage. Le voici mon projet de demande informatique. Dans ce projet, toute ligne que vous voyez du coup une tâche, mais aussi du coup une demande informatique. Ce projet est du coup structuré avec différentes sections. Ici, on utilise des champs. Et en fait, ces champs représentent le statut finalement de chacune des tâches. Du nouveau, en cours, en attente, en approbation, jusqu'à terminer. L'idée est du coup que ce projet n'a pas de date de fin. Il va venir regrouper un certain nombre de demandes. Et ces demandes vont pouvoir suivre ces différentes étapes et ce processus du coup jusqu'à ce qu'elles soient terminées et traitées. Ici, on ne va pas ajouter directement des tâches depuis le projet. On va du coup utiliser un formulaire. Les formulaires se trouvent via votre bouton personnalisé dans votre projet. Et ici, je vais ouvrir un formulaire qui avait été préconstruit. Voilà à quoi peut ressembler un formulaire Asana, qui peut être du coup complété par des personnes internes à votre entreprise ou même externes, qui ont des licences ou qui n'ont pas forcément de licence Asana. Un formulaire va être du coup un ensemble de questions auxquelles la personne va pouvoir répondre. Ces questions, elles peuvent être obligatoires, on le voit ici avec une petite étoile ou non, et du coup vous permettent de standardiser la manière dont vous recevez cette demande et vous assurer que vous recevez des demandes complètes. Ça peut être des questions de type texte, on peut avoir des questions de type choix, unique ou multiple. On peut même demander des dates et on peut même, vous voyez ici, demander à joindre des fichiers si nécessaire. Une fois qu'un formulaire est rempli et que la personne appuie sur envoyer, ce formulaire va venir se transformer directement dans Asana. Cette tâche, on va la retrouver directement ici. Quand le formulaire est complété, elle va apparaître dans du coup cette étape, ce statut nouveau. Cette tâche, si je clique dessus, elle va du coup s'ouvrir et je vais retrouver au sein de la description directement toutes les réponses finalement qui ont été apportées aux différentes questions du formulaire pour permettre d'historiser un petit peu la demande. Cette demande, on voit qu'elle a été réalisée par Lorraine en remplissant le formulaire et grâce à un certain nombre d'automatisations, on est venu l'assigner automatiquement à Cheryl, basée ici sur une règle qui était basée sur le niveau de priorité, on l'assigne à une certaine personne. Cheryl va du coup être notifiée de cette nouvelle tâche et va pouvoir commencer à la traiter. Elle va pouvoir renseigner ici une durée estimée et puis quand elle le souhaite, quand elle va travailler dessus, renseigner aussi du temps passé pour suivre la charge liée à cette demande informatique. Elle va du coup traiter cette demande, elle arrive en nouveau et puis elle décide du coup la traiter en cours. Quand elle change son statut, ici on va retrouver la tâche qui va changer d'étape et qui va passer en cours. L'idée c'est que
elle va du coup pouvoir travailler sur cette tâche jusqu'à qu'elle ait terminé son action. Donc imaginons ici, elle devait du coup donner accès à Zoom à Lorraine, elle va pouvoir le faire. Et ensuite, elle n'a pas eu de souci, elle va pouvoir du coup passer la tâche en approbation. Une fois que cette tâche arrive en approbation, on la retrouve ici. Vous voyez, j'ai des automatisations, des règles qui sont en train de tourner, puisque on va vouloir réassigner la tâche au manager. Et du coup, on voit ici que ma tâche a été réassignée à Larry, qui est le manager. Et j'ai même un petit commentaire qui a été ajouté. Larry, merci de revoir cette demande pour validation. Donc l'idée ici, c'est de réassigner à la bonne personne, d'ajouter un petit commentaire, ce qui va permettre aussi d'informer Lorraine, qui est bien dans la boucle de cette tâche, de ce qui se passe au niveau de sa demande et pour s'assurer que la demande avance bien. Larry va du coup revoir cette demande et il pourra ensuite, si tout est bon, cliquer sur terminer. Une fois que c'est terminé, on va retrouver notre tâche ici qui est maintenant clôturée, validée par Larry. Et on va même avoir une autre automatisation qui tourne ici pour avoir un petit commentaire qui indique que la demande a été traitée. Encore une fois, ici, l'idée c'est d'informer que ce soit Lorraine qui a fait sa demande, Cheryl qui l'a traitée, ou même Larry qui l'a validée. Donc l'idée c'est de travailler sur ce type de projet, de type d'automatisation, de règles qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps pour réassigner des tâches, changer des échéances, changer des priorités si nécessaire, pour vous faire gagner en efficience sur la gestion de cette demande en interne. Maintenant, imaginons que je reçois une demande de quelqu'un qui n'a pas de licence à ça. On va pouvoir cliquer sur cette tâche, mon écran est fissuré. Et ici, c'est Lorraine qui vient en fait gérer cette demande. Cette demande, c'est en fait moi qui lui ai fait il n'y a pas si longtemps puisque mon écran d'ordinateur est fissuré. Ici, il faut imaginer le cas où je fais partie de l'entreprise, mais je n'ai pas de licence TASEL. Lorraine était en train de traiter cette demande jusqu'à ce qu'en fait il lui manque des informations et du coup vous voyez elle a mis cette tâche en attente. Cette tâche en attente, elle lui a aussi ajouté un commentaire, ici qu'on voit. Bonjour Thaïssa, est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'état de l'écran? Est-ce que la fissure prend à tout l'écran? Merci. Et ici vous voyez le commentaire il est un petit peu différent que les commentaires dont on a l'habitude d'avoir, puisque en fait Lorraine a envoyé un commentaire à cette tâche, mais ce commentaire a aussi été transformé en email pour être envoyé du coup à la personne qui a créé la tâche, ici moi-même. Donc en fait, en tant que Thaïssa, moi j'ai reçu un email m'informant du commentaire de Lorraine et j'ai pu depuis mes emails directement répondre à Lorraine. Et en envoyant mon email, Asana est venue du coup transférer cet email dans la tâche sous format de commentaire. Donc ici, on a des personnes qui peuvent échanger ensemble, même si elles ne sont pas sur les mêmes supports. Lorraine va utiliser les commentaires Asana. Et moi, Thaïssa, je vais du coup utiliser les emails pour y répondre. Comment ça se passe en fait? Lorraine, quand elle vient ajouter un commentaire ici, habituellement, elle serait venue commenter en bas à droite. Mais ici, vous voyez, on a cette option qui est juste ici, qui permet de venir cocher pour envoyer la réponse comme email. Donc c'est cette option à cocher qui va nous permettre de venir envoyer un email à la personne qui a rempli le formulaire automatique. Maintenant que Lorraine a reçu sa réponse, elle va du coup pouvoir venir traiter sa demande jusqu'à du coup la rendre terminée. Pour vous permettre d'échanger avec des personnes qui n'ont pas de licence sur Asana, il va falloir regarder quelques paramètres dans votre formulaire. Je vous montre tout ça. Ici, on avait du coup deux formulaires dans notre projet. Un pour les demandes informatiques au global et un pour les demandes informatiques internes. Sur cette partie interne, vous allez devoir du coup venir dans la partie paramètres. Premier indicateur à faire, c'est que vous devez ici dans déterminer qui est autorisé à accéder au formulaire, mettre votre organisation uniquement. C'est un prérequis pour permettre d'envoyer ou de recevoir des emails. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir descendre tout en bas et venir cocher ces deux options, recevoir des réponses par email et envoyer les réponses par email. C'est ces deux options qui vont permettre ensuite d'échanger avec des personnes internes à l'entreprise qui n'ont pas de licence. Ces personnes vont du coup pouvoir remplir le formulaire que vous aurez construit et ensuite, si besoin, échanger par mail directement pour que ça vienne se synchroniser avec les commentaires à ça. Ici, pour vous montrer la différence, donc sur un commentaire avec quelqu'un qui échange par mail, on va retrouver ces différents encarts ici dans les commentaires. À l'inverse, quelqu'un avec qui je vais échanger en interne, je vais simplement utiliser mon arrobase pour venir taguer Cheryl et puis lui poser sa question directement dans la tâche. Cheryl étant collaboratrice puisqu'elle a une licence Asana, je peux échanger directement de cette manière-là avec elle. Voilà comment vous pouvez du coup centraliser des demandes via des formulaires, utiliser un projet pour avoir la visibilité sur l'ensemble des demandes et leur statut, et puis échanger avec les commentaires ou avec le suivi de demande pour faciliter le suivi
finalement de chacune de ces tâches. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi utiliser dans le cadre de ce type de process l'IA. Et notamment ici, on va avoir d'exemples sur cette demande. Ici, j'ai une demande qui a un problème avec un écran qui est arrivé de la part de Sylvain. Et ici, je vais pouvoir utiliser l'IA pour qu'elle puisse vérifier si il existe plutôt, des doublons dans les différentes demandes que j'ai pu traiter. Notamment, ça va pouvoir me servir à voir si cette demande a déjà été peut-être soumise par Sylvain, et pour s'assurer qu'on n'est pas deux à travailler dessus. Ou à l'inverse, ça va aussi pouvoir me servir à voir s'il y a d'autres problèmes qui ont été notés dans le passé, voir s'il y a peut-être les mêmes références, voir si peut-être c'est même moi qui les avais traités, et du coup peut-être m'aider à plus facilement résoudre cette demande. Donc ici, j'ai l'IA qui m'a dit que elle avait vérifié différentes tâches. Elle en retrouve certains, des problèmes d'écran, des écrans cassés avec des tâches et en fonction de leur statut. Mais elle m'indique que ça semble quand même un nouveau problème ici. Et du coup, je vais pouvoir le traiter. Si j'ai l'impression que c'est un doublon, elle va me partager comment venir fusionner deux demandes entre elles pour être sûr qu'on n'est pas deux à traiter cette même demande. Donc ici, l'IA peut être intéressant dans ce type de cas d'usage, soit pour vous permettre d'identifier des doublons, soit aussi pour vous faire gagner du temps sur la résolution d'un souci qui a pu déjà peut-être être traité en amont. La dernière partie, c'est du coup la partie tableau de bord. Dans tableau de bord, vous allez pouvoir consulter et créer différents graphiques pour vous donner une vision globale de votre projet, ou un petit plus de granularité en fonction de l'information que vous souhaitez suivre. Par exemple ici, on a déjà des graphiques qui nous montrent le nombre de demandes traitées, demandes en cours et même demandes en retard. Il faut imaginer que si vous avez des centaines de demandes en cours, pour trouver celles qui sont en retard, ça va vous prendre un petit peu de temps. Et du coup, c'est là l'intérêt d'utiliser des graphiques, c'est que vous allez pouvoir venir viser directement la donnée et pouvoir du coup statuer sur peut-être des soucis au sein de l'équipe, des soucis de charge ou simplement échanger avec les différentes personnes responsables de celle-ci. Donc l'intérêt, c'est vraiment de vous donner une vision globale du projet, notamment ici, demande en retard, le temps moyen de réponse. On a vu qu'on pouvait traquer le temps passé sur les différentes demandes, donc ça nous permet derrière de pouvoir analyser de la charge qui peut être aussi liée au nombre de demandes. Ici, par exemple, par type de demande, préparation, matériel, logiciel. Et du coup, d'autres informations, cette fois-ci, peut-être qui sont plus liées à la charge, du coup, sur votre équipe, le nombre de demandes traitées par responsable au total, et puis surtout le nombre de demandes en cours. Là, on voit que j'ai une grosse charge sur Sheryl, pas énorme sur Jamie, donc à voir si ça me permet peut-être de réassigner certaines tâches ou d'améliorer la charge, d'équilibrer, on va dire, la charge sur mon équipe directement. Donc vous allez pouvoir créer un certain nombre de graphiques ici qui vous permettent de donner cette vision globale sur le projet pour vous permettre de prendre plus rapidement des décisions. Si je reviens maintenant du coup sur notre agenda du jour, on a vu la pyramide et tout ce cas d'usage des demandes informatiques. Vous avez bien sûr d'autres cas d'usage qui existent. Par exemple, utiliser des formulaires pour centraliser des demandes de nouveaux projets, des demandes de nouvelles campagnes marketing, centraliser des tickets. Ici, on a vu des demandes informatiques, mais ça peut être aussi de la gestion de ticketing. Centraliser des candidatures dans le cadre d'un recrutement, ou même de centraliser des nouveaux prospects pour vos équipes de commerciaux. Donc, il y a plein de cas d'usage où vous pouvez utiliser les formulaires pour vraiment vous permettre de centraliser et de standardiser la manière dont vous recevez certaines demandes. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui pour vous lancer. Et si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur votre besoin et si besoin, de vous faire une démonstration un petit peu plus personnalisée. Merci à tous et bonne journée.